Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à votre grand rendez-vous du soir sur BB24, plus que 10 jours et l'on accueille le 10e mois de l'année. Le temps de faire venir nos invités pour l'animation des plateaux. Je vous prie d'observer ici le comportement du temps pour le compte de demain matin. Et c'était bien là la météo de demain, vendredi. En entendant demain, nous honorons notre rendez-vous de ce soir. Quelles sont les articulations de ce numéro du grand rendez-vous? Eh bien, l'entrepreneuriat, on n'en parlera jamais assez sur cette chaîne de télévision. Il reste une des portes de sortie pour les jeunes en quête d'emploi. Comment réussir la dynamique de cette initiative? Réponse avec notre expert. Le financement dans le secteur agricole, un sujet toujours d'actualité et qui fera objet d'échanges tout à l'heure. Le monde agricole revient pour vous, chers amis. Et puis, dans nature et bien-être, la viande, qu'elle provienne du bœuf, du veau, de l'agneau ou même du porc, apporte sans doute des nutriments à l'organisme, mais aurait-elle des toxines pour le consommateur? On le saura dans cette émission avec l'aide d'un nutritionniste. Et puis, c'est une forme de poésie qui donne libre cours à ces acteurs de s'exprimer à leur guise et où l'inspiration leur prend. Horizon Culture reçoit ce soir pour vous un slammer. Les nouvelles du net vous parviendront également et aussi la grande édition du soir de l'information, le 19h45 ce soir avec Estelle Pazou. En entendant Estelle Pazou, votre quart d'heure d'information, est-ce que nous pouvons avoir les grandes lignes? Bonsoir à vous, Karamat. On parle dans le journal ce soir du marketing de réseau. De quoi retourne le concept? Quels sont les avantages qui y sont liés? Un consultant en marketing de réseau nous donne les détails. Le Bénin est prêt à faire face au cas d'épidémie. Un dispositif de riposte a été mis en place et testé. C'était à la faveur d'un exercice de simulation. Et nous en saurons également davantage sur le compte. Outre l'aspect ludique, écouter des histoires aurait bien d'autres spécificités et tous les détails sont à suivre à 19h45. Merci Estelle Pazou, on vous retrouve donc tout à l'heure pour le développement. Alors quant à nous, nous allons passer donc à au plateau autour de cette table puisque le décor est ainsi planté pour cette émission. Pour le faire aujourd'hui, le 20 septembre 2018 et on démarre par le monde agricole.
Voilà, c'est un secteur purement aléatoire. Les acteurs eux-mêmes en sont conscients, mais cela n'empêche pas leurs besoins de financement de leur activité. Notre économie en dépend. Avant d'aller dans les détails, nous allons suivre ensemble ce reportage de Roland Chidima sur le sujet. L'absence quasi totale de financement, c'est l'une des grosses difficultés que rencontrent les acteurs agricoles. La problématique est d'actualité et touche la plupart des exploitants de ce secteur vital. La société coopérative s'est constituée sur fonds propres de chacune des personnes physiques et morales qui la constituent. Donc, les acteurs ont eux-mêmes mis en commun leurs propres moyens et jusqu'à ce jour fonctionnent sur leurs moyens propres. On a besoin d'un meilleur atelier pour transformer mieux les produits et pour évoluer comme on le souhaitait depuis le départ vers un label. Il y a des gens qui demandent les échantillons. Quand j'envoie les échantillons, ils demandent si j'ai l'ISO et la certification. Voilà que pour avoir la certification, c'est tout un processus. Donc je n'ai pas encore eu les moyens et trouver une structure adéquate pour pouvoir m'aider à aller jusqu'au bout pour avoir l'ISO. Si j'ai plein de commandes, mais je n'ai pas la certification. Dans l'optique d'assurer l'écoulement des produits dans un environnement aussi concurrentiel, la certification devient un outil indispensable et incontournable dans la chaîne. Faute de moyens et d'accompagnement de la part des structures financières, beaucoup peinent à se mettre au pas. Selon les statistiques, seulement 5% des crédits bancaires sont alloués à l'agriculture en Afrique. D'où la nécessité d'asseoir un mécanisme de financement des acteurs agricoles. Ça implique que nous identifions nos produits agricoles stratégiques. 2, que nous puissions dire, dans ce secteur agricole stratégique, quels sont les acteurs qui sont les mieux à même, des professionnels, pas ceux qui viennent nous donner la chance. Et trouver des moyens financiers, ça existe. Pour l'ensemble de ces acteurs, pour avoir une masse d'acteurs qu'on va élargir progressivement en attendant de pouvoir couvrir l'ensemble des acteurs. Pour avoir un financement propre et approprié à l'agriculture, il faut vendre avant de produire et produire par rapport aux besoins du marché. Soucieux du devenir de leurs entreprises, les producteurs invitent les autorités compétentes à prendre les mesures urgentes. Quand on a la possibilité d'aller vers des ateliers internationaux, on s'étonne que le Bénin reste le plus gros pays où la volaille vient d'ailleurs. Donc il serait quand même intéressant que les autorités mettent en œuvre le cadre juridique qui permette de protéger la consommation et la production locale. Réunis par le truchement du marché agricole, ces acteurs dévoués à la tâche caressent le rêve de voir un visage plus radieux de l'agriculture au Bénin. Pour y parvenir, ils urgent de lever toutes les contraintes ou barrières au décollage de ce secteur porteur. Et voilà, c'était un reportage de Roland Chidima sur le financement dans le secteur agricole. Bonsoir Estelle Pazou. Bonsoir Karamata. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors, nous avons suivi ensemble cet élément de Chidima. Ils s'en plaignent assez souvent, ces entrepreneurs agricoles, ces agriculteurs y assimilés, quant au financement conséquent pour la prospérité de leur activité. Alors, le nerf de la guerre semble leur manquer et aujourd'hui, c'est le sujet dans le monde agricole. Oui, Karamat, vous plantez si bien le décor. Normalement, un invité doit être là pour en parler. À coup sûr, je ne pourrais pas en dire autant qu'un spécialiste en la matière, mais on va quand même grossir un peu les difficultés de financement que nos producteurs, nos agriculteurs rencontrent dans leur quotidien. Dans leur quotidien. D'accord, et aussi aborder sans doute, si vous permettez bien après, les possibilités de financement qui aujourd'hui qui s'offrent. Ouais, merci beaucoup. En entendant, avant d'en arriver là, est-ce que vous, Estelle Pazou, vous, en tant que celle-là qui fait aussi dans de l'agriculture, un peu comme moi, comment est-ce que la situation se présente selon vous au Bénin? Alors, on a tous suivi le reportage. La question du financement dans le secteur agricole se pose encore aujourd'hui avec beaucoup d'acuité. Les agriculteurs, les producteurs, même ceux-là qui transforment les produits n'ont pas le financement nécessaire. Ils sont bloqués dans leur élan de pouvoir faire plus faute de financement. En fait, c'est un peu ce qui se passe.
le financement du secteur agricole aujourd'hui. Ils évoluent sur fonds propres et vous savez, ce n'est pas toujours évident d'évoluer comme ça. Et quel est selon vous le gros problème? Alors, vous savez, on a au Bénin, chez nous ici, nous avons des projets. Je peux par exemple citer le projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, le PPAO. Il y a également le projet d'appui à la diversification agricole, le PADA. Et en son temps, le PADA a exécuté à travers le PROCAD, qui est le programme cadre d'appui à la diversification agricole. Plus de 158 000 bénéficiaires ont touché à ce financement-là du PADA. Et le PPAO, grâce au PPAO, il y a eu le financement, par exemple, des technologies agricoles améliorées, telles que le cuiseur à vapeur de Hablo. Et le reportage est passé longtemps sur BB. Il y a aussi le kit d'étuvage du riz, d'ananas et de maïs sur film de polyéthylène. On en a parlé sur le monde agricole et la production d'alevin monoïsé, c'est-à-dire que des projets existent et il y a quand même des bénéficiaires des bénéficiaires, si vous permettez, qui bénéficient de ces projets-là, de ces financements. Mais il y a ils ne sont pas nombreux. Qu'est-ce qui empêche selon vous, ou qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas nombreux? Ils sont très peu à avoir accès à ces crédits. Il y a, selon moi, les raisons, c'est qu'il y a le défaut d'information. Vous savez, c'est vrai, nous avons des universités agricoles, nous avons des écoles qui forment des ingénieurs agronomes à la production et autres. Là. Ce sont seulement ceux-là qui, dans la plupart du temps, ont les informations. Et ils oublient la grande masse, en réalité, à mon qui entendement, ne passe pas par justement, l'école, à mon entendement, ceux qui produisent le plus chez nous ici, ce n'est pas ceux-là qui sont dans les universités, dans les écoles. Et donc, forcément, ils n'ont pas les informations. Et il y a aussi que les projets que nous avons chez nous, ce n'est pas des financements pour démarrer les activités. C'est beaucoup plus pour accompagner ces activités-là. Et donc, si vous n'avez pas un minimum déjà, un projet ne peut pas Donc, vous votre accompagner. Rêve d'entreprendre dans le secteur agricole, il faut l'oublier carrément. Si vous n'avez pas un budget de démarrage, ce n'est pas évident. Tous les projets que nous avons, il y a tellement de projets, mais c'est des projets pour accompagner ceux-là qui ont déjà fait un petit pas dans le secteur. Ce n'est pas pour créer les entreprises, ce n'est pas pour acheter la terre ou commencer déjà les activités. C'est déjà avoir un minimum, c'est-à-dire vous pouvez avoir la terre et vouloir par exemple produire 3 hectares. C'est très important, je ne vous coupe pas Estelle Pazou, il faut avoir la terre parce que toute activité agricole, on a forcément besoin d'un lopin de terre. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'agriculture hors sol est en évolution tout doucement, mais n'empêche qu'à la base, il faut quand même disposer d'un espace pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir démarrer. Encore que pour moi, l'agriculture hors sol, je ne pense pas qu'on puisse nourrir tout le Bénin. Nos 10 millions ou 11 millions Non, je ne pense pas. L'agriculture hors sol, c'est ce qu'on fait chez nous, juste à côté pour assurer assurer le quotidien. Et ça ne peut pas, selon moi, couvrir tout le besoin du Bénin en matière de produits agricole, ce n'est pas évident. Et donc, la question se pose toujours, le financement, il est là et le problème est toujours là. Le problème est toujours là et vous êtes en train de nommer donc les difficultés ou bien les handicaps donc, qui font qu'il n'y a pas assez de personnes qui vont vers ces financements-là. C'est défaut d'information pour les uns et pour les autres, manque de quoi? À ce que vous sachiez. Il y a aussi que, selon moi, le manque de formation aussi, parce que je suppose, un projet ne peut pas, par exemple, donner le financement à quelqu'un qui n'est pas allé dans une école de formation. Et qui ne maîtrise pas forcément, parce que pour avoir accès au crédit, il y a ce qu'on appelle le plan. Oui. Et qui évolue avec les méthodes empiriques, ce n'est pas toujours évident. Il y a les risques que ces projets-là ne sont pas souvent prêts à courir. D'accord. Merci beaucoup Estelle Pazou. Alors, on a cité pêle-mêle quelques structures, le PROCAD, le PADA, le PPAO. Si entre-temps on ne l'avait pas cité, on le cite là. Et je crois qu'il y a aussi une structure nationale qui est récemment mise en place, le FNDA, qui est le Fonds national de développement agricole. Voilà, national de développement agricole. 294 milliards pour financer l'agriculture sur 5 ans. D'accord. Il reste maintenant à savoir par quel mécanisme ce fonds-là va pouvoir aider les entrepreneurs
financer leur activité et à évoluer dans ces activités-là. Parce que selon les informations que j'ai, il y a l'anacarde, l'ananas, le maïs. Il y a certaines filières, les filières phares. Certaines filières spécifiques que ce fonds-là prend en compte. D'accord. Et je crois que... Et il y a aussi, excusez-moi, il y a aussi le FNM, le FNPEJ, autant de structures qui sont prêtes aujourd'hui à aider les jeunes à évoluer dans leurs activités, mais les conditions souvent très rigides ne permettent pas d'aider tout le monde. Qu'est-ce que vous appelez conditions rigides quand même? On parle d'injecter quand même des fonds, il faut un minimum de... Moi, je vous pense trouvez, Estelle, que ce qui est déjà... demandé à ces entrepreneurs avant d'avoir accès au crédit, c'est un peu trop rigide, c'est ce que vous dites par là ou qu'est-ce que vous voulez exprimer en réalité? Oui, à mon entendant, c'est un peu rigide parce que déjà, je ne pense pas que le FNPEJ ou le FNM puisse vouloir accompagner un agriculteur caché dans un coin d'un village qui n'a jamais mis pied dans une université agricole et autres. C'est des risques que ces fonds-là ne prennent pas. Mais ils ont la possibilité, je pense bien, ils ont la possibilité, ces agriculteurs dans nos campagnes, dans nos villages, ils ont la possibilité de recourir à des spécialistes, quitte ceux-là qui sont appelés à les accompagner. Mais tout ça, ça alourdit le processus et ça ne prend pas des intermédiaires à n'en pas finir. Et donc ça ne facilite pas du tout les choses. Et qu'est-ce que vous suggérez, donc Estelle Pazou, en tant que spécialiste agriculture de 2024, qu'est-ce que vous suggérez aux autorités qui nous écoutent? La seule suggestion que moi je puisse faire ici, c'est de ne pas forcément chercher à accompagner quelqu'un qui est déjà dans l'activité, quelqu'un qui veut entreprendre. La volonté de le faire, je pense que c'est suffisant. Et maintenant, quand on met à disposition ces fonds, il faut pouvoir les accompagner. Ce n'est pas forcément accompagner. Il faut mettre les fonds à disposition et maintenant accompagner. En fait, c'est ça. C'est-à-dire un suivi dans le temps, vous voulez dire? Un suivi pour ne pas que les fonds aillent dans tous les sens. Oui. Que les fonds ne se dispersent. Il faut donc les accompagner. Que vraiment les fonds soient utilisés aux fins qui leur sont destinés au départ. Merci beaucoup Estelle Pazou pour ces détails. J'espère que ce n'est qu'une entrée en matière, qu'on aura le temps d'avoir un spécialiste, celui-là qui est quand même dans ceux-là même qui sont au fait des réalités du monde agricole, qui viendront partager ces réalités qui souffrent des défauts nous. De financement, auront l'occasion de venir dire un peu leur réalité. Mais il faut déjà qu'eux-mêmes essaient de s'informer. Il faut s'informer, il faut suivre les radios, télévision, et pour savoir qu'il y a quand même, c'est vrai, il n'y en a pas assez, mais il y en a quand même qui sont là pour vous accompagner. Et comme il faut un support, il faut des preuves, donc que ces acteurs quand même se conformer à ce qui est dit, même si ma collègue Estelle trouve que c'est un peu trop rigide et qu'il faut alléger la tâche à nos entrepreneurs. Merci beaucoup Estelle Pazou, un plaisir de vous avoir eu à cette table. Je vous retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine. Déjà dans quelques minutes, vous me retrouvez dans le journal. Moi, je parle du monde agricole. Estelle Pazou, merci. Chers amis, vous avez compris, nos entrepreneurs rencontrent des difficultés, mais il y a des solutions à côté qui leur sont proposées. Il faut donc simplement qu'ils soient informés. Le monde agricole de ce jour, c'est bien fini. À présent, un autre panel, et c'est nature et bien-être. Bien voilà, on s'intéresse aujourd'hui dans cette rubrique à ceux qui sont des consommateurs férus de viande. Quels sont les apports et les risques liés à cela? Le docteur Félix Sonon est attendu, mais pas avant notre tour à la régie. On les regroupe généralement en deux grandes catégories. La viande blanche qui provient de la volaille, en l'occurrence les poulets, mais aussi du lapin, du porc ou encore du veau. À côté, la viande rouge émanant de la race bovine, notamment le bœuf, le mouton, la chèvre ou le gibier sauvage. La différence entre ces deux catégories tient surtout de la teneur en fer. La viande rouge est caractérisée par sa forte teneur en fer, fer hémique, c'est-à-dire la quantité de fer dans la viande rouge est plus importante que celle que nous avons dans la viande blanche. Groupe d'aliments riches en protéines, les viandes sont bien prisées par les Béninois. Devant les boucheries, poissonneries et autres points de vente, l'affluence est quasi permanente. Chacun y va de son argument pour justifier son penchant pour cet aliment.
Oui, j'aime la viande, parce que presque toutes les semaines je paye ça pour ma femme. Et comme elle aussi aime la viande, c'est pourquoi je viens souvent chercher ça ici pour elle. J'aime toute la viande, parce que la viande de bœuf, avant de tuer, on fait ça bien. Obsédé par cet ardent désir, l'on semble ignorer ou minimiser les risques liés à une consommation excessive de la viande. Je connais beaucoup de gens qui prennent beaucoup de la viande depuis quand j'étais petit, mais ils ont vieilli comme ça. Et il y en a d'autres qui ne prennent même pas la viande, mais ils meurent vite. Bon, on ne comprend plus rien de... Je n'en sais pas beaucoup, mais moi je consomme trop la viande, mais je n'ai jamais eu de problème. Je préfère venir prendre les poulets locaux ici. Je trouve que c'est une bonne viande. Je préfère d'ailleurs ça par rapport aux viandes de bœuf et autres, dont on ne sait pas vraiment la provenance, on ne sait pas la qualité. Et puis on entend souvent que ces genres de viande-là donnent des maladies. De toute façon, la maladie, ça vient, ça on n'a pas la tête sur ça. Ça va venir, c'est un seul jour, ça va venir. On n'a pas la tête sur ça. Puis il y a la maladie, il y a quoi. Bon, ça c'est les paroles des gens. Pourtant, il en a. Comme en toute chose, l'essai de la viande dans l'alimentation expose le sujet à différentes sortes de maladies. Dans l'obésité, les maladies articulaires, par exemple la crise de goutte, elle est très fréquente quand on a une consommation excessive en viande rouge. Les maladies cardiovasculaires, les maladies hépatiques parfois, et surtout le cancer. Vous pouvez avoir le cancer colorectal, le cancer du côlon, le cancer du rectum, les intestins et parfois même le cancer du sein. Pour prévenir ces nuisances à la santé, le médecin conseille une certaine modération. Éviter d'aller au-delà de 500 grammes de viande rouge par semaine au profit de la viande blanche. Comme quoi, la santé, c'est aussi dans l'assiette. La santé, c'est bel et bien dans l'assiette. Merci beaucoup à ses collègues pour ce reportage intéressant. Docteur Félix Sonon, bonsoir. Bonsoir, Madame Héroïse. Karamat. Madame Karamat. Okay. Vous êtes nutritionniste, c'est bel et bien ça? Absolument, Madame. D'accord. Je suis en service au ministère de la Santé, précisément la direction de la santé de la mère et de l'enfant. D'accord. Oui. Alors, dites-nous, est-ce que l'homme a vraiment besoin de la viande pour bien se porter au mieux? Merci, Madame. D'abord, avant, je voudrais quand même dire... saluer les téléspectateurs et saluer aussi tout ce que vous faites pour la promotion de la bonne consommation, de la bonne alimentation. Parce que, souvenez-vous, sachez que notre maladie réside dans ce que nous consommons, pour la plupart du temps. Donc, de ce point de vue, il est important, si aujourd'hui nous allons parler de la viande, que nous puissions l'aborder dans ce que ça apporte comme bien et dans ce que ça peut causer si on en abuse. Voilà. Et d'emblée, nous pouvons dire que la consommation de la viande, c'est nécessaire pour l'homme. L'homme doit consommer la viande. Et cette consommation doit rentrer dans une composition. Parce qu'on ne va pas prendre sélectivement la viande. Vous savez, notre plat, comme on dit, vous devez avoir pour votre mets, quand vous le consommez, vous le mangez. Il y a un certain nombre de groupes d'aliments qui doivent être dedans. Les protéines, les lipides, il y a les glucides, des groupes d'aliments qui vont vous apporter l'énergie. Je vais être terre à terre pour que les téléspectateurs comprennent. Dans ça, il y a tout ce qui est céréales, les tubercules, etc., qui doivent vraiment vous apporter de l'énergie de glucose. Nous devons avoir aussi dans votre plat, là, dans ce même plat, des groupes d'aliments qui doivent apporter des protéines, tout ce qui va vous permettre aux cellules de se reconstruire, des aliments de reconstruction. Et c'est dans ce groupe que se retrouve la viande, le poisson, tout ce que vous connaissez, la viande blanche, la viande. On va revenir sur les détails. Et également, pas seulement la viande, parce que nous pouvons aussi avoir les protéines par les végétaux. Par exemple, vous prenez les légumineuses, sont pourvoyeuses de protéines, etc. Et nous avons les autres groupes d'aliments qui doivent vous apporter ce que nous appelons des minéraux, les vitamines, qui sont des éléments, ce sont des micronutriments nécessaires pour le fonctionnement de notre organisme. Et donc, de ce point de vue, vous convenez avec moi que la consommation de la viande, c'est nécessaire. Mais c'est nécessaire, mais ce n'est pas dit qu'il faut en abuser. Qu'est-ce que ça apporte à l'organisme quand on prend de la viande?
Très bien. Si vous prenez la viande, d'abord le premier gain, le premier apport que vous avez, c'est d'abord les protéines d'origine animale. Et ces protéines, surtout, sont prisées d'autant plus que leur assimilation, les protéines qui viennent des viandes, sont mieux assimilées par l'organisme par rapport aux autres d'aliments qui apportent des protéines, surtout les végétaux. Est-ce que vous voyez? En plus de ça, la viande, surtout la viande rouge, quand vous le consommez, en plus des protéines que vous aurez, vous avez du fer. Du fer. Vous avez du fer. Mais la viande rouge de Dr Genevoux, elle n'est pas trop aimée par la masse, hein? Enfin, pour ce qui nous concerne ici, chez nous au Bénin. Oui. En fait, la viande rouge, c'est qu'en termes de consommation de viande, il faut qu'on varie. C'est-à-dire, nous n'allons pas nous mettre à un régime d'une seule variété de viande. Par exemple, aujourd'hui, je mange la viande rouge, demain, je mange le poisson, après-demain, je mange autre chose pour varier. Ça, c'est le premier aspect qu'il faut d'abord souligner en termes de consommation. Deuxième aspect, et ça, nous le voyons fréquemment, hein, vous voyez, les gens, ils vont prendre un plat de viande, on met à côté, on met de la boisson là-dessus. Non. Ce n'est pas la bonne manière de consommer de la viande. Docteur, est-ce que la viande rouge et la viande saignante, je voudrais qu'on aide nos amis téléspectateurs à mieux comprendre. La viande rouge et la viande saignante, c'est... Quand on dit viande rouge, nous pouvons nous résumer pour dire que c'est toutes les viandes qui sont saignantes, si vous voulez. Mais n'oubliez pas que la viande blanche aussi saigne. Mais quand on parle de viande rouge, ça veut dire que c'est des viandes qui sont beaucoup plus riches en fibres, et surtout les fibres musculaires. Et quels sont ces animaux qui nous apportent ces Je donne un exemple. Le plus connu, c'est le bœuf. Donc on en consomme beaucoup, donc le bœuf. Voilà, on rectifie. Donc. Voilà, on en consomme. On en consomme énormément le bœuf. Les cabris, voilà les groupes de viande rouge. Et par contre, si nous prenons le groupe des viandes blanches, nous pouvons citer par exemple le lapin. Parce que nous pas dans notre poisson. Et la perdrix, vous la mettez où? La perdrix, ça rentre toujours dans les volailles et tout ça là rentre dans les viandes blanches. Viande blanche. Les volailles, d'une manière générale, sont dans la catégorie des viandes. Enfin, je sais que les Béninois consomment énormément de bœuf, de mouton et de cabri. Vous savez, c'est des animaux... Il y a une nuance que nous voulons faire. Généralement, ces animaux qui ne sont pas surtout domestiques, mais qui sont beaucoup plus sauvages, quelque part, il y a d'autres risques que ça peut apporter. Vous voyez, si aujourd'hui nous parlons d'Ebola, nous parlons de maladies de Lassa, etc., nous pouvons facilement avoir cette transmission par là. Il y a beaucoup d'autres maladies qu'on peut avoir par rapport à ces viandes de la brousse. C'est pour cela que si nous voulons nous donner à la consommation de la viande rouge, surtout qui viennent des viandes sauvages, il faut que nous fassions en sorte que nous puissions vraiment assurer la cuisson, comme cela se doit, et veiller à ce que dans sa consommation, que nous puissions le consommer avec ce qu'il faut. Il ne faut pas qu'on en azesse. Vous êtes nutritionniste, est-ce que pour tous les détails, n'hésitez pas, docteur. On est là pour apprendre de vous, pour mieux se porter. Voilà. Par exemple, dans un plat, quand vous dépassez, le maximum, c'est 500 grammes. Ça, c'est le maxi. Et c'est ce qui est dit dans le reportage. Voilà, c'est ce qui est dit, ce qui est vrai. Par semaine. Par semaine. Donc, je dis, hein, par exemple, normalement, si on doit bien consommer, normalement, une fois par semaine, la viande rouge, ça suffit. Parce que nous avons plusieurs formes d'aliments qui peuvent nous apporter le nutriment que nous cherchons à travers la viande. C'est pour cela que, par semaine, une fois, la viande rouge, ça suffit. Et dans ça, dépasser 500 grammes, c'est déjà trop. Et dépasser 2 fois par semaine, c'est déjà trop. On peut prendre une fois, une autre fois, on prend la viande, et une autre fois, on prend d'autres formes, les poissons, qui sont les plus à consommer en termes de fréquence que la viande rouge. D'accord. Voilà, compte tenu de l'effet. Parce que le problème de la viande rouge, c'est que dans sa décomposition, c'est que ça génère de ce que nous appelons l'acide urique, dont l'élimination est difficile. Et du moment où l'élimination de ces acides uriques sont difficiles, ça va s'accumuler et soit ça vous génère par exemple des problèmes rhumatismaux articulaires, ou bien ça va évoluer pour attaquer le fonctionnement du cœur, etc. Donc, c'est pour dire que nous allons prendre la viande rouge, certes, parce que ça nous permet d'avoir des protéines et avoir encore en plus du fer,
mais ça va être consommé de façon modérée et de façon espacée aussi. D'accord. Voilà. Alors, vous avez eu le message pour vous qui tous les soirs êtes abonnés au MEC. Ou bien on fait un plat attention. Voilà. Et on prend même de la bière là-dessus. Et c'est pas bien donc de prendre de la viande seule comme ça. Il faut l'accompagner de quelque chose. Il faut que ça rentre dans une composition alimentaire avec les autres groupes d'aliments pour maintenir le caractère équilibré de votre alimentation. Sinon, vous allez prendre seulement la viande, et vous prenez votre bière là-dessus. Encore que la bière n'arrange pas trop cette consommation de viande. Alors donc ça veut dire qu'on accumule mal sur mal, voilà, et après on a des ennuis de santé. Et on est étonné de voir que des maladies cardiovasculaires, des maladies d'articulation se présentent plus tard. Voilà. Et très souvent, docteur, je crois que ces maladies-là se développent avec le temps. C'est quand on prend de l'âge au fil des années. Pas nécessairement. Ça dépend de votre rythme. Vous pouvez être jeune. Si vous avez un rythme de consommation exagéré, ça ne va pas attendre que vous vieillissez d'abord. Et ça pourrait vous attaquer donc à quel âge quand vous êtes jeune? Généralement, quand on est jeune, vous savez, quand on est jeune, le fonctionnement des organes et surtout le rein, parce que tout ça là, il faut que ça soit évacué et c'est surtout par le rein que c'est évacué et donc le jeune a ses fonctions rénales encore en forme. Mais quand il exagère, il va mettre l'appareil et cet appareil en difficulté. Et quel type de maladie le jeune pourrait donc développer? Les mêmes maladies dont on a parlé dans le reportage, dont on a fait cas tout à l'heure, les maladies cardiovasculaires, les maladies rhumatismales et la viande. Surtout dans son exagération, ce que nous devons craindre beaucoup plus, c'est l'évolution du cancer. Ça nourrit les cancers. Ah oui. Et surtout les formes de cancer au niveau du tube digestif, surtout le côlon. C'est démontré que généralement ceux qui sont les prisés de viande, ils sont beaucoup plus sujets à développer le cancer du côlon, le cancer du rectum, etc. Ça, là, c'est démontré. Les études ont prouvé. Donc, voilà les gens de maladies auxquelles on s'expose. Si on se résume, docteur, ça veut dire quand on respecte donc, ces 500 grammes de viande par maximum par semaine, on ne crée pas donc de tomber malade, même avec l'âge. Non. En principe, non. Seulement que chez l'enfant, ça va être moindre. Parce que ça, c'est dans un plat de l'adulte. D'accord. Voilà, chez l'enfant, ça va être modéré. Justement, j'allais vous demander, docteur, à quel âge on peut commencer par consommer de la viande? Est-ce que c'est bien de donner à un tout petit déjà, à partir de 1 an, comme les mamans? Non. Généralement, vous savez que nous disons, quand l'enfant naît, c'est seulement l'allaitement maternel jusqu'à 6 mois. Oui. À partir de 6 mois, nous allons faire ce que nous appelons un apport complémentaire, ce que nous appelons alimentation de complément au lait maternel. Bien sûr, on poursuit le lait maternel, mais on apporte cet aliment de complément, soit d'abord par la bouillie, parce que l'enfant, il faut que tout le système de mastication soit en place pour que l'enfant puisse bien. Et, voilà, et si le parent à côté décide de l'aider pour cette étape de mastication, est-ce qu'on peut... C'est pas seulement ça. Il faut qu'il y ait aussi les enzymes nécessaires pour pouvoir décomposer ce que l'enfant va manger. Donc, généralement, pour les enfants, il faut nécessairement que l'enfant passe ce cap pour atteindre déjà à partir de 2 ans. Voilà, on peut déjà commencer dans le plat de l'enfant en faisant de telle sorte que ce serait des viandes souvent de purée. D'accord, docteur. Pour faciliter la digestion. Merci beaucoup, mais docteur. Déjà très tôt, vraiment, ce serait un peu difficile à l'enfant parce qu'on ne pourra pas maîtriser tout ce qui va permettre la digestion de cette viande chez l'enfant. Merci beaucoup, docteur. Voilà. Merci, docteur Félix Sonon, nutritionniste vous êtes. Merci beaucoup. Plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi aussi. Agréable soirée et bon retour chez vous, docteur. Quant à nous, le grand rendez-vous se poursuit et c'est l'heure pour nous de passer à l'espère. Nous passons donc de la consommation de viande à l'entrepreneuriat. Voilà, l'entrepreneuriat avec M. Akibou Bassabi Moussé, analyste financier. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. La pleine forme? Ça va. D'accord, ça va très bien. J'ose bien le croire. Alors, quand on dit entrepreneuriat, quoi cela vous fait-il penser, vous, en tant que financier? Bon, je pense que l'entrepreneuriat, c'est au-delà de l'aspect financier, d'abord. D'abord, c'est au-delà de l'aspect financier. Et l'entrepreneuriat, c'est une activité. D'abord, de façon fastoche, de façon basique, c'est une activité qu'on mène en mettant ensemble des moyens humains,
des moyens matériels, des moyens financiers, qui sont une partie, et la plus importante d'ailleurs, et parfois des moyens technologiques pour le cas des startups et autres. Et tout cela avec un but bien précis, c'est d'atteindre quand même une certaine rentabilité. D'accord. Est-ce que ce mot-là a la même signification pour tout le monde, à votre avis? Je pense que cela dépend du côté où on se met et de la manière dont nous voulons percevoir la chose. Moi, j'ai l'habitude de dire aujourd'hui qu'il y a une certaine catégorisation qui est niée. Qui est niée parce qu'il y a plus d'entrepreneurs en réalité qu'on ne le croit. Ah oui. Ah oui. Quelles sont vos Je preuves? l'estime. Quelles sont vos preuves? Lorsque vous sortez, lorsqu'on se base sur la définition de... On s'accroche à la définition basique de l'entrepreneuriat. Même la bonne dame qui vous vend de la bouillie le matin est entrepreneur. Parce qu'elle met ensemble des moyens humains, des moyens matériels et des moyens financiers. Et l'objectif reste le même que la grande multinationale qui est dans la capitale. Donc en réalité, il y a beaucoup qui sont entrepreneurs mais qui s'ignorent déjà ce concept. Il faudrait que les gens puissent s'approprier ce concept et savoir qu'ils sont dans une dynamique entrepreneuriale. Maintenant, le côté où on se situe... Alors comment savoir qu'on est dans cette dynamique, qu'on est sur cette lancée, qu'on a la fibre entrepreneuriale en soi? Déjà la création de votre activité. Déjà. Il faudrait que vous puissiez comprendre que lorsque vous voulez être dans l'entrepreneuriat, parce que beaucoup ont tendance à croire que l'entrepreneur, c'est celui qui est formel. Attention, ce n'est pas forcément ça. Il y a des entrepreneurs informels et il y a des entrepreneurs formels. Déjà la création, où est-ce que vous voulez aller? Parce qu'il y a un but qu'il faut poursuivre. Il y a un but. Non seulement l'aspect lucratif, mais aussi qu'est-ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous apportez comme solution? Et déjà, qu'est-ce que vous apportez comme solution? Ça va sur deux angles. J'ai l'habitude de le dire. La démarche la plus classique aujourd'hui, c'est de répondre à un besoin du marché. C'est la démarche la plus classique et la plus facile. Il y a un besoin existant, on fait une étude de marché. Il y a un besoin existant, on veut le combler. Il y a, dans mon quartier, personne ne vend de la bouillie. J'estime que si je me mets à vendre de la bouillie, je vais pouvoir faire de la rentabilité, je vais pouvoir régler un besoin. Il y a un besoin à combler. Mais attention, il y a aussi le besoin qui parfois n'existe pas et qu'il faut susciter. Il faut susciter ce besoin-là parce que ce besoin-là n'existe pas déjà. Les agents économiques ne sont pas conscients qu'ils auront besoin de cela. Mais vous l'amenez, vous le suscitez et ils l'adoptent. C'est le cas d'ailleurs de nos smartphones. Il y a de cela 10 ans, 20 ans ou un peu plus. Personne ne se plaignait d'avoir des téléphones juste avec des SMS. Personne ne s'en est plaint. C'était le top de la technologie. Mais aujourd'hui, les smartphones, on ne s'en passe plus. On n'arrive plus à s'en passer parce que ce besoin-là a été suscité et on l'a adopté. Et ce besoin a été suscité et aujourd'hui, il s'est imposé dans notre quotidien. Personne ne peut vivre aujourd'hui sans jeter un coup d'œil sur son téléphone portable. Mais c'est vrai, vous le disiez tantôt, M. Akibou Bassabi Moussé, il y a des entrepreneurs qui s'ignorent. Mais dans le même temps, il y en a qui démarrent et qui sont qui montrent des freins sur le parcours. Dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Quelle est la nature de ces difficultés-là que ces derniers rencontrent? Il y a plusieurs facteurs, il faut l'avouer. Il y a plusieurs facteurs. Comme je le disais tantôt, déjà la création. Vous créez votre entreprise, c'est pourquoi. Il faut vous poser la question, pourquoi est-ce que vous créez votre entreprise? Est-ce que vous voulez devenir pharmacien parce que maman est pharmacienne ou parce que papa est pharmacien? Est-ce que vous voulez devenir ingénieur parce que vous avez été ingénieur à l'école? Ou est-ce que vous voulez devenir quelque chose que votre ami est? C'est dans ce sens qu'il faudrait d'abord se poser la question. Deux, les freins en réalité sont sur plusieurs angles. Déjà au niveau de l'État, les gens sont ont une réticence. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'entreprises informelles. Il y a une réticence, pourquoi? Parce que ça dépend de la présentation de la chose. Aujourd'hui, lorsque vous dites à quelqu'un entreprendre, c'est une série de contraintes qu'il voit systématiquement, au lieu de voir une série d'opportunités. Donc, lorsque vous présentez l'entrepreneuriat à des jeunes comme une série de contraintes, c'est-à-dire les contraintes fiscales, les contraintes de sécurité sociale, d'assurance, les diligences bancaires. Et il essaie d'esquiver. Lorsqu'ils voient tout cela, c'est des contraintes. Voilà. Alors qu'ils pouvaient voir à côté le mot profit, rentabilité et tout cela. Donc, tout dépend de la manière dont on présente cela et de la manière dont on veut le percevoir. D'accord. Alors, beaucoup se lancent, comme je le disais tout à l'heure, dans cette activité, mais qui rencontrent des difficultés sur leur parcours. Quelle est, selon vous, la responsabilité de l'autorité étatique dans tout ça? Et déjà, il faudrait qu'au niveau des pouvoirs publics, qu'ils puissent apaiser, qu'ils puissent faire comprendre à nos entrepreneurs qui sont là pour les aider. C'est très important. Lorsque vous vous retrouvez c'est un cas bien sûr récurrent en Afrique, que les pouvoirs publics utilisent, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, le fisc, qu'on puisse fiscaliser les entreprises parce qu'elles ne sont pas d'un bord politique ou de l'autre, ça fait peur de jeunes entrepreneurs qui vont s'engager, qui veulent s'engager.
déjà, il faudrait que la responsabilité de l'État soit déjà à ce niveau réglée. Au niveau de l'entrepreneur lui-même, parce qu'on a tendance, dans un scénario classique, à toujours accuser l'État, les institutionnels, mais non, l'entrepreneur lui-même. Aujourd'hui, lorsque vous prenez le cas le plus récurrent, c'est que beaucoup peuvent en réalité entreprendre, mais ne savent pas qu'ils peuvent déjà démarrer. Pourquoi? Lorsque vous dites aujourd'hui à un jeune, faites un business plan, il vous amène un projet de 10 millions. Et il vous dit, moi j'ai déjà 2 millions. Il recherche 8 millions pendant 1 an, 2 ans. Et il finit par se décourager. Vous pensez qu'il a mal fait en vous proposant ce budget? Non, mais ce qui est dans ce budget, c'est ça qui importe. Dans un budget de 10 millions, le jeune entrepreneur aujourd'hui, la plupart de nos frères veulent démarrer avec une machine à café, avec une secrétaire, avec un bureau de grands locaux, avec une voiture de fonction si possible. Il peut s'offrir tout ça, il veut démarrer avec tout ça. Alors qu'en réalité, lorsque vous retamisez tous ces investissements qui ne feront qu'absorber ces cash flows, il pourrait démarrer avec 2 millions, qu'il a déjà, mais il n'est pas conscient qu'il peut démarrer avec ça. Donc, il faudrait que nous puissions apporter une bonne dose de réalisme à nos projets, à nos idées de projets. Et le réalisme, c'est aussi sur le plan financier, le plan bien matériel. Sûr, voilà, sur tous ces plans-là. Il ne faut pas voir gros en quelque Mettre sorte. La barre il ne faut pas la barre oui. très haute. D'accord. Et il y a possibilité donc d'assurer longévité et succès quand on entreprend. C'est possible, hein, oui. Dès le départ. Oui. Comment? Parce que déjà, je reviens rapidement sur le secteur, sur le côté des banques, parce que ce secteur-là, je le rends très prépondérant. Et vous le maîtrisez mieux, puisque vous êtes un des acteurs. Oui, en tant que tel. Déjà au niveau des banques commerciales, puisque c'est elles qui sont à l'avant-garde, c'est qu'on s'est retrouvé dans un scénario, par exemple, il y a quelques années, où des banques étaient en surliquidité. C'est absolument terrible. Des projets financiers, les banques sont en surliquidité. Ça veut dire qu'il y avait une crise de confiance. Les banques ne faisaient pas confiance aux entrepreneurs aussi résultat la responsabilité sur les banques. Donc il faudrait que ces deux catégories-là puissent s'asseoir et s'entendre. Et il y a quelque chose que j'ai toujours dit, je le répète, nos banques doivent cesser de faire du crédit et doivent commencer par faire du capital. C'est plus facile de dire à un entrepreneur, pour vous, ton projet fait 10 millions, nous allons te financer à hauteur de 10 millions, mais tu vas nous rembourser. Que tu sois en perte ou en bénéfice, cela ne nous intéresse pas. Tu nous rembourseras de toute façon. Mais c'est encore plus intéressant que lorsque votre projet fait 10 millions, que la banque dise « je suis actionnaire à hauteur de 3,4 millions ». C'est cela, faire du capital. Et c'est dans cette dynamique-là que nos banques commerciales doivent aller. C'est vrai que c'est beaucoup plus risqué pour elles. En quoi est-ce que c'est risqué pour elles? Parce qu'elles prennent du capital. Le capital, c'est de l'actionnariat. Et l'actionnariat, c'est forcément la perte ou le bénéfice. Donc, elles ne veulent pas prendre ce risque-là. Elles préfèrent faire du crédit, être remboursées avec les gars. Et donc, quand ça pète, il y a des hypothèques qu'on peut saisir rapidement. Nos banques locales font donc du crédit. Du crédit, beaucoup plus du crédit et doivent beaucoup faire du capital. Et doivent beaucoup plus faire du capital que du crédit. Et lorsqu'on va arriver à ce scénario, vous allez voir que les entrepreneurs seront de plus en plus en confiance. Pourquoi? Parce qu'il y aura une démarche d'accompagnement. La banque ne mettra pas de l'argent sans accompagner de façon administrative. Il y aura une démarche d'accompagnement sur le plan administratif et technique. Et cela va aider nos jeunes entrepreneurs. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Akibou Bassabi. Il y a beaucoup d'autres aspects à développer avec vous. C'est tellement intéressant. Mais je voudrais qu'on détaille un peu quand vous dites faire du crédit, faire du capital. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans du crédit. Quels sont les avantages que chaque partie aura à gagner quand nos banques commerciales se mettront dans la dynamique du capital avec nos entrepreneurs? Déjà, dans la dynamique du capital, les banques commerciales se mettent dans une démarche de rentabilité à long terme. Parce que lorsque vous investissez dans une entreprise, c'est parti pour le long terme. Ce n'est pas du crédit qui sera remboursé dans 5 ans, 10 ans avec des maturités, des taux de remboursement parfois qui sont hors normes, mais c'est une démarche de long terme. Et ça permet aussi à cette institution bancaire de maîtriser le circuit de l'entrepreneuriat des entreprises. Parce que lorsque vous êtes actionnaire dans une entreprise, vous avez accès à l'information. C'est très important. Vous avez accès à l'information pour décider. Et aujourd'hui, vous allez voir dans des pays qui sont dans ces pays. Donc, c'est de donner aujourd'hui ou désormais le pouvoir de décision aussi aux entrepreneurs. Voilà. Que les banques ne soient pas elles seules à pouvoir décider du sort des... Que ça soit dans une dynamique d'ensemble. Voilà, d'ensemble. Les pays qui ont réussi ça sont forcément passés par cette dynamique-là. Est-ce qu'on peut citer ces pays-là C'est beaucoup plus les pays de l'Europe. Les pays européens comme la Russie. Bon, pas la Russie. Pas vraiment la Russie. Ils ont un modèle beaucoup plus compliqué, mais les pays occidentaux, notamment la France, l'Allemagne, et certains pays où les milieux bancaires ont fait quand même de grands effets, la Suisse notamment et autres, tous ces pays-là. D'accord.
Merci. Alors on va revenir tout à l'heure pour la suite de ces échanges sur l'entrepreneuriat, possibilité ou comment assurer succès et longévité. Mais avant, c'est le moment pour nous de faire un tour ou de regarder du côté de la rédaction de Bénin Business 24 pour le 1945. Le journal, c'est parti. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Il vous offre très rapidement une visibilité et facilite vos activités commerciales. C'est une brève définition du marketing de réseau, un concept à comprendre dans ce journal. Le Bénin prépare son arsenal de lutte contre les épidémies de tout genre. Le dispositif de riposte a été mis en place et éprouvé par le biais du projet 48. Les détails sont à suivre. Et puis le conte n'est pas seulement ludique, il a bien d'autres propriétés qu'on imagine difficilement. André Iboukun à Ronan nous en parle. Créer grâce à ses relations personnelles un réseau dans le but de faire connaître et vendre un produit, c'est le marketing de réseau. Un concept qui a ses preuves sous d'autres cieux et qui entre progressivement dans l'habitude commerciale des Béninois. Caleb Povier aussi, lui, est un consultant en marketing de réseau et entrepreneuriat. Il parle de ce concept et de ses avantages au micro de Max Bill à Kodiel aussi. Lorsqu'on dit marketing, c'est l'ensemble des stratégies, l'ensemble des moyens, l'ensemble des méthodes qu'une entreprise met sur pied afin d'abord de détecter un besoin ou de le susciter et maintenant d'apporter des solutions adéquates et de façon durable. Donc lorsqu'on met tout cela dans le réseau, on parle de marketing de réseau. Et quand je dis réseau, c'est quoi? C'est utiliser des personnes, des individus pour écouler ces produits. L'individu qui décide de promouvoir les produits d'une entreprise doit avoir des aptitudes. Cet individu-là, il doit d'abord avoir le goût de l'entrepreneuriat, de l'indépendance. Il doit disposer des stratégies, des techniques pouvant lui permettre d'écouler n'importe quel produit parce que c'est ça qu'il veut mettre au service de son entreprise. Il faut qu'il ait l'énergie qu'il faut, il faut qu'il ait les atouts mercatiques nécessaires pour pouvoir expliquer, pour pouvoir manager un individu à prendre le produit qu'il propose. C'est comme la coiffeuse qui est au bord de la voie, ou le coiffeur. Je vais chez lui, je me coiffe. À 1000 francs, je finis. Il me dit, mais écoute, monsieur Poirier, si tu as aimé ma coiffure, alors je te demande d'aller recommander mon salon à tes amis. Si un de tes amis vient se coiffer chez moi, moi je te donne 200 francs sur ces 1000 francs parce que j'ai effectué la communication. La recrudescence des crises épidémiques dans la sous-région préoccupe les experts et acteurs impliqués dans la gestion épidémique. À la faveur d'un exercice international de simulation de crise, le dispositif de riposte du Bénin a été éprouvé par le biais du projet 48. Objectif, améliorer justement le niveau régional de préparation et de riposte. Jules Akwekou et Mérissia Kandono Ulvaeus Baloron. Depuis quelques jours, un virus de type MERS-CoV mutant dénommé AVSP48-CoV est détecté dans la sous-région et circule aussi au Bénin. Au total, 15 cas, dont 6 décès ont été enregistrés dans le département du Borgou. Le Bénin vient d'être frappé par une épidémie. Tel est en tout cas le scénario de cet exercice international de simulation d'une crise épidémique majeure. Une simulation pour évaluer les capacités actuelles de gestion régionale des crises épidémiques. Au moment où je vous parle, il y a une épidémie qui sévit dans la région, qui sévit en même temps au Cameroun, au Gabon et au Bénin. Voilà, en fait, c'est une épidémie fictive et c'est un exercice qui va permettre à ces pays de travailler en régional et de travailler en national et de tester leur réactivité, leurs procédures, leur système, leur plan vis-à-vis des épidémies. Ici, c'est la cellule interministérielle de crise.
Sa mission, répondre efficacement aux solutions d'urgence épidémique en développant des stratégies au niveau local de façon durable pour renforcer la prévention, les protocoles de surveillance et de suivi ainsi que les procédures d'intervention. On a des cas confirmés, des cas suspects, il y a eu des décès au niveau des hôpitaux, donc il faudra un point sur la prise en charge. Donc c'est une prise en charge adéquate parce qu'on a un virus qui est mutant, avec des syndromes respiratoires, un syndrome méningé, un syndrome neurologique. Donc il y a des cas qui sont assez compliqués, donc prise en charge. Le mode de contamination par voie aérienne, avec le contact avec les fluides corporels, donc ça demande une isolation, une mise en quarantaine, donc prévention et contrôle des infections qu'il faut appliquer dans toutes les structures sanitaires. L'autre mesure qui a été préconisée, c'est les laboratoires. Vous savez qu'il faut des diagnostics, il faut caractériser le virus, il faut caractériser les pathogènes pour pouvoir lutter contre le pathogène. Donc ça, renforcement du laboratoire, que ce soit au niveau de la santé humaine, au niveau de la santé animale et au niveau de la santé environnementale. Se préparer à une menace épidémique, la simulation vient en amont pour mettre les autorités nationales et régionales dans les meilleures dispositions possibles pour la gestion des situations épidémiques. Pour gérer une crise, c'est une préparation permanente. Parce que quand la crise vient, il faut éviter de paniquer. C'est pourquoi nous éprouvons le dispositif. L'intérêt de cet exercice, c'est de tester notre réactivité par rapport à un phénomène de santé indésirable. C'est de voir les failles dans le dispositif que nous avons mis en place et de corriger, de tirer des leçons de ce qu'on a eu et de corriger éventuellement les dispositifs ou bien d'apporter des éléments nouveaux. Cette simulation est l'occasion de tester l'ensemble des acteurs locaux sur la gestion et la communication de crises en situation épidémique, sur la gestion des alertes précoces en épidémiologie et sur le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Écoutez un conte, cela n'a a priori rien d'extraordinaire. Mais qui d'entre vous a déjà cherché à percer l'impact de ces histoires sur la personnalité d'un homme? Eh bien, loin d'être ludique, le conte a d'autres spécificités dont parle André Iboukou ici au micro de Gloria Oni. À travers le conte, on tire des leçons de vie. À travers le conte, on change, n'est-ce pas? On change de comportement. À travers les contes, on amène la jeune génération à bien se conduire tout simplement. Un enfant qui sait qu'il ne faut pas voler. Un enfant qui sait que tricher n'est pas une bonne chose. Tromper n'est pas une bonne chose. Un enfant qui sait que tuer n'est pas une bonne chose. Un enfant qui, n'est-ce pas, depuis son jeune âge, a emmagasiné en lui toutes ses vertus. C'est sûr que dans la société, il sera un exemple, n'est-ce pas? Et si tous les enfants, à travers les leçons de vie, peuvent se retrouver comme des hommes de paix, alors le monde vivrait en paix. Le monde va se développer. Au Cameroun, dans la ville de Garoua, consommer des oranges est devenu quasiment un luxe. Le prix du sac de 100 kg de ce fruit est passé de 20 000 à 32 000 francs CFA, ce qui représente un renchérissement de plus de 50%. À l'origine de cette flambée des prix, les commerçants pointent du doigt l'effondrement du pont de Goulungu reliant le Cameroun au Nigeria, pays voisin qui écoule une partie importante de sa production d'oranges dans les 3 régions septentrionales. Cameroun. La Banque du Caire a signé un accord avec la Banque nationale d'Ouzbékistan pour accroître les exportations égyptiennes en direction des pays de la communauté des États indépendants, une entité euro-asiatique constituée de 12 États. La Banque du Caire va garantir des facilités de paiement à des ressortissants de ces 12 pays qui importent des produits en provenance de l'Égypte. Celle de l'Ouzbékistan va à son tour faciliter les transactions financières des Égyptiens qui exportent en direction de la Russie, de l'Arménie et de plusieurs autres pays. Fin de ce journal. Merci de suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement.
Merci beaucoup à vous Estelle Pazou. C'était donc le 19h45 sur BB24. Le grand rendez-vous autour de cette table se poursuit et nous retrouvons ou rejoignons M. Akibou Bassabi Moussé. Il est analyste financier. Avec lui, on parle aujourd'hui d'entrepreneuriat à port. Non, comment assurer succès et longévité quand on décide donc de se lancer dans l'entrepreneuriat ou quand on prend ou quand on se décide d'entreprendre. Et vous disiez tout à l'heure que beaucoup sont des entrepreneurs, mais qui s'ignorent entrepreneurs. Et qu'aujourd'hui, les banques commerciales censées accompagner ces jeunes-là font beaucoup plus dans du crédit. Et il est important aujourd'hui, il est opportun ou une grosse opportunité de regarder vers le crédit capital. C'est ce que je disais effectivement, mais aujourd'hui, il faudrait aussi, au niveau de la responsabilité de l'État, de nos institutionnels, que nous puissions réformer notre système éducatif. Parce qu'aujourd'hui, le système éducatif tel que présenté ne destine pas à entreprendre, mais nous met dans une dynamique de salariat. Ça, je l'assume. C'est quelque chose que j'assume, c'est une idée très bien partagée. Il faudrait que nous puissions déjà à apprendre à nos jeunes apprenants, ne serait-ce que pendant des cours de menuiserie, de mécanique et tout cela. Mais il y a beaucoup de lycées. C'est uniquement dans le technique. Koulibaly, cela se fait uniquement dans le technique. Il faudrait que cela soit généralisé. Que cela soit généralisé. Qu'au Bénin, désormais, tous les enfants, au-delà de l'aspect académique, puissent choisir quelque chose qu'ils ont envie de faire, de créer. Et qu'on puisse leur apprendre cela. Et ça, il n'y a pas d'âge pour cela. C'est de la même manière qu'un enfant aujourd'hui a envie de réparer son jouet qu'il a gâté. L'entrepreneuriat commence par là. Il faudrait que nous puissions former notre jeunesse, que nous puissions faire cela à travers le système éducatif. C'est très important. C'est de la responsabilité de l'État. Au niveau des banques, une autre catégorie de banques, les banques de développement, je pense que ces banques-là ont du potentiel et qui peuvent leur permettre aujourd'hui de mettre des lignes de refinancement au profit des banques commerciales. Les banques de développement peuvent mettre des lignes de refinancement au niveau des banques commerciales qui leur permettent d'accroître leur capacité de financement de façon substantielle, hein, rassurez-vous. Ces banques-là le font déjà dans le domaine de l'immobilier, donc elles peuvent le faire déjà dans ce domaine aussi, c'est très important. Et au niveau de nos jeunes entrepreneurs, c'est qu'il faut beaucoup plus, c'est vrai que la période est mal choisie pour en parler, mais beaucoup plus aller vers le net. Vous ne pouvez pas aujourd'hui entreprendre sans Internet, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne reste pas dans ces 4 murs en disant je vais entreprendre. Il faut s'ouvrir au monde. Parce que vous entreprenez pour un marché. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, est-ce qu'il y a la possibilité d'aller surfer suffisamment Internet? La possibilité existe toujours. La possibilité, elle existe. Et la marge a juste été réduite un tout petit peu, mais cela ne doit pas... Et l'entrepreneur, c'est celui qui s'adapte au marché. C'est une des variantes du marché. C'est un des risques du marché. Il faut considérer ça comme un risque du marché et l'implémenter. Et l'intégrer. Et vous travaillez en fonction de ça. Voilà. C'est comme ça que je pense qu'il faudrait avancer. Donc, il faut développer une certaine résilience à tout ça. C'est important. C'est important, il faut s'adapter. J'aime bien ce mot. L'adaptation, c'est important puisque tout change. Hein. On ne sait pas ce qui viendra demain. Et puis, voilà qu'il faut continuer à marcher. Il faut continuer à faire des pas de peur de faire du surplace et de se voir derrière. Déjà, au moment où vous entreprenez, c'est déjà des données. Mais au moment où vous voulez déjà mettre en place, les données ont changé. Donc, vous devez forcément être quelqu'un vous devez vous adapter au marché, sinon ça ne marche pas. Il faut forcément être quelqu'un de résilient pour être entrepreneur. Autrement, vous échouez. Entrepreneur et dans le temps, parce qu'il faut la longévité. À coup sûr. Donc, lorsque vous on n'entreprend pas pour une durée déterminée, non, mais c'est pour le long terme. Pour le long terme. Pour le long terme. C'est pour cela que vous voyez sous certains sujets, ils ont des entreprises qui sont là depuis 1700, 1500 et qui font le bonheur quand même de leur et la fierté de leur pays. De leur pays et des populations. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être venu nous voir et partager avec nous ces informations utiles qu'il faut déjà intégrer dès maintenant. C'est très important pour votre épanouissement personnel, pour l'accompagnement au niveau de votre petite famille, au niveau de la société, puisqu'on parle d'élargissement au niveau de votre pays et aller impacter, pourquoi pas, votre continent et le monde. Ainsi donc, nous mettons fin à l'espère de ce jeudi 20 septembre 2018. Nous passons à la dernière partie ou l'avant-dernière partie. Voici pour vous Horizon Culture.
Merem Hervé Rouetognon, l'homme s'illustre dans le slam depuis peu. Assioum Gaba est allé à la rencontre de quelques acteurs du slam. On regarde. Les mêmes qui ont proféré le changement chantent le désenchantement. Ceci est un constat. Quiconque a récité une poésie dans sa vie a déjà fait du slam, mais à quelques différences près. Où est la voiture, où est l'avion? Ce sont les compétitions de poésie qui sont appelées les slams. Donc on est parti de la dénomination poésie à la dénomination slam. Donc sinon, c'est tout simplement de la poésie, avec là la différence que cette fois-ci, c'est des compétitions, c'est sur scène et c'est face à un public. Pourquoi c'est un temps? Le slam, une discipline de l'art oratoire, née à Chicago aux États-Unis dans les années 1990 et qui s'est propagée dans le monde. In Honduras, less than 2% of these crimes against women are investigated. Quand tu pries, arrivé au Bénin, au début des années 2000, il s'est vu transformé. Moi, je m'en fous de votre système, je ne suis pas un colonisé. Bien, la touche béninoise qu'on peut donner au slam, c'est bien évidemment déjà le fait de prioriser les ingrédients linguistiques que nous avons. On peut évidemment slammer en Fongbe, en Gungbe, etc. Je le dis, dans nos langues. On a 52 ethnies avec leur sonorité, avec leur spécificité musicale. Je pense que comme on le fait déjà, on peut enrichir le slam. Une fois ces ingrédients ajoutés, le slam sera ainsi rebaptisé. On parlera désormais de slam béninois. L'amour n'est pas un bruit qui court. Un concept au goût varié, à cibles multiples. Elle part de, comme l'autre dirait, de 17 à 117 ans, mais encore plus bas. Et puisque ma vie est belle. De moi, mon expérience, le slam est perçu par le public béninois comme quand même un art de sagesse, un art majeur dans la manipulation des mots qui peuvent apporter du boom, qui peuvent décrire des situations exceptionnelles, belles, mauvaises, dangereuses, critiques. Quelqu'un comme Gopal Das, qui est de la nouvelle génération et qui est très montant, chercherait des gens qui ont une culture Gungbe très développée. Des gens comme Amangbeyon chercheraient plutôt des gens qui ont un rapport très profond à la culture endogène, au vaudou, à la pratique même de l'ancestralité. Un Semevo, l'enfant noir, chercherait forcément des gens qui ont une écriture poétique très développée, les jeux de mots, les jeux de sons. Merci à la nuit, à l'ennui, au silence et... Quelqu'un comme moi recherche certainement des gens qui voient le slam de façon absolument musicale et qui sont prêts à transcender la démarche absolument poétique. Qu'on emprunte ensemble le chemin de nos pas. Au-delà des scènes publiques, ces slameurs béninois se veulent être des Bernard Dadier, des La Fontaine, des Victor Hugo, des Frédéric Bata et d'autres de leur génération. Le slam est encore une fois une chance pour l'éducation nationale de développer l'apprentissage, la maîtrise des langues, de la poésie. Donc je pense que oui, dans nos écoles, on peut enseigner nos textes de slam parce que ces textes-là ont de la valeur poétique et de la valeur sémantique. Certainement une occasion de faire la promotion des slameurs béninois à la base et créer un marché de consommation locale des produits slam. Merci beaucoup Assioum Gaba pour ce beau reportage. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a de la musique et moi j'adore de la musique. Et vous, vous êtes dans de la poésie. Bonsoir Monsieur Merem Hervé Rouetognon, n'est-ce pas? À l'état civil, mais votre nom de scène c'est MRV. Oui. Bonsoir. Depuis, ma plume fait plus de kiff que les réseaux GSM. Je suis devenu une bête de scène. Poète à la plume habile, je manie des mots à ma guise telle de l'argile. Amoureux des mots pour construire, je suis la plume qui ne cesse de mûrir. Ami de la muse, j'amuse la vue, l'ouïe et l'ouïe l'esprit. L'âme actionne, la muse me façonne, je porte le mystère de 3 consonnes. Appelez-moi
MRV, le mec à la rigueur verbale. MRV, le mec à la rigueur vestimentaire. Bonsoir. MRV, ça franchement, je ne m'attendais pas du tout. C'est une belle surprise d'entrée. Moi, je m'attendais à vous recevoir en slam vers la fin de cet entretien. Mais c'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir à la base avant de migrer vers le slam, puisqu'on l'a suivi ensemble? Le slam est issu de la poésie. C'est tout simplement une migration poésie qui est devenue slam. Oui. Ben, moi, d'abord dire que le slam, et selon moi et selon une génération avec laquelle moi je travaille, c'est la scène libre mot. C'est-à-dire une scène sur laquelle il y a des personnes qui s'expriment. Donc vous ne pouvez pas parler du slam quand vos écrits restent dans votre chambre sur papier. Donc quand l'écrit quitte, là je ne parle pas encore de la poésie, je parle de l'écrit qui quitte le papier, votre chambre, pour retrouver les bars. Oui, les bars, la scène et un public. Donc voilà un peu ce que moi je définis comme le slam. Parce que, vous voyez, commencez pas à définir, c'est vrai. La poésie, moi j'ai l'habitude de dire aux élèves dans les lycées, dans les universités que bon, quand leur poésie classique quitte la bibliothèque pour retrouver un public, ça devient le slam. Donc une poésie qui ne rencontre pas un public et qui ne se déclame pas sur une scène n'est pas du slam. Donc pour résumer ce que je viens de dire, c'est quoi? Un texte, ça peut être poétique ou non, qui rencontre un public et voilà, qui est déclamé. Waouh! Voilà donc ce que vous pensez du slam, ce que le slam représente pour vous. Donc, vous savez, le côté poétique que les gens mettent une petite barrière pour ceux qui ne sont pas, par exemple, allés à l'école. Or, le slam, pour nous, le slam vient briser un certain nombre de barrières. Et le slam, c'est donner la parole à tout le monde, permettre aux mécaniciens de s'exprimer. Est-ce que le slam serait-il pas parti d'un besoin de révolution par hasard? Là, c'est un peu remonté dans l'historique. À votre avis? Révolution, non. Une façon de donner la parole à tout le monde. Vous savez, la poésie classique est réservée à une classe donnée. Et quand nous rentrons un peu dans l'histoire de la poésie classique, et quand nous parlons de Baudelaire et Victor Hugo, etc., vous allez remarquer que c'est des personnes qui sont issues d'une classe donnée. Alors, le slam, à un moment donné, voudrait... Et cette classe, elle est bourgeoise? Cette classe est bourgeoise. Alors, le slam, à un moment donné, veut permettre quand même à tout le monde de s'exprimer. Et d'autres disent que le slam est une poésie de rue. Et parce que c'est né dans un bar, et puis voilà, on n'a pas besoin d'être d'une classe bourgeoise ou de faire de grandes études avant de slammer. Donc, le slam est venu briser une barrière que mettait la poésie classique dans la littérature. Le slam, libre expression, tout simplement. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'illustrent dans ce champ-là qui slame. On a vu pas mal dans cet élément de Assume Gaba. Alors, depuis quand vous avez eu cette inspiration, ce petit déclic-là qui vous est venu et vous avez dit, ah tiens, mes rêves peuvent vraiment faire du slam et devenir MRV? Oui, effectivement. Bon, moi, j'ai rencontré le slam à l'université en 2010 et bon, j'étais chanteur, rappeur et j'ai intégré un club qui s'appelait Slam and Hip Hop by Night, un club dans lequel il y a des slammeurs et c'est la première fois qu'on a parlé du slam. Et il y avait des slammeurs comme Lingo, Design, qui est un grand slammer aujourd'hui au Gabon. Et voilà, mon rôle dans le club, c'est qu'il fallait que je fasse des mélodies, chanter, et d'autres, ils écrivaient des textes. À un moment donné, je me suis dit, quand j'étais au lycée, j'écrivais des poèmes, je pouvais me faire, et ce truc-là, ça s'appelle slam. Donc, un jour, puisque c'était à l'ENEAM, et on nous invitait à des scènes de slam
je devais chanter quand mon CD n'a pas marché. Alors, j'étais obligé de déclamer parce qu'il y avait des camarades de classe qui étaient venus me soutenir. Il fallait que je montre un peu de quoi je suis capable. Et c'était la première fois que j'ai slamé. Et c'était l'apothéose, ça a été applaudi? Ça a été applaudi. Non, si j'avais été découragé, je pense que MRV ne va pas devenir slamé aujourd'hui. N'est-ce pas? Ouais. Est-ce que, selon vous, on peut se servir aujourd'hui, le Bénin peut se servir du slam aujourd'hui pour faire l'éloge ou pour vendre l'art oratoire qu'il a? Oui, bon, pour mes petits voyages, oui. D'abord, il faut noter que les slameurs béninois sont assez sollicités. Et quand vous sortez un peu du pays, le slam béninois est assez original. Moi, je dis que les meilleurs slameurs que j'écoute, c'est les slameurs béninois. Quand j'écoute que mes amis du Togo, du Niger, et m'excuse, mais j'ai du plaisir à écouter des slameurs béninois parce que dans le fond, la forme, le texte, tout y est. Et dans le rendu, parce qu'il faut avoir l'art aussi de pouvoir transmettre, faire passer le message. Effectivement. La dernière fois, j'étais au Niger lors du FICH et la prestation des slameurs béninois est très très différente et notre slam est très prisé. Et donc, c'est un art que le Bénin peut vendre. Tous les festivals de la sous-région, sur tous les festivals de la sous-région, il y a toujours des Béninois qui sont invités. Et un festival de slam, slameur béninois, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre. Donc, les organisateurs, les promoteurs de festivals dans la sous-région, en Europe, font tout possible. Même s'il faut inviter un seul Africain, ils font tout possible pour que Africains sont un béninois parce que, bon voilà, c'est sans prétention, je pense que le slam béninois se porte très bien et est très écouté. Donc, on peut vraiment... Il a le vent en poupe. Oui. Oui, je pense bien. D'accord. Et quel type de message? Parce que quand on prend le chant, il y a les artistes, musiciens disent que c'est pour sensibiliser la population, c'est pour amener un changement de comportement, c'est pour... je prends juste un exemple au hasard pour que les filles... mieux, qu'il n'y a plus de dépravation et puis bien d'autres exemples. Alors, quand on veut slammer, quel genre de message on veut faire passer, on veut véhiculer? Quand on veut slammer, on peut tout dire. Moi, je n'aime pas dire, par exemple, que le slammer doit être un révolutionnaire, quelqu'un qui est là pour... Ah là, vous me rejoignez un peu, oui, oui, effectivement. Et je pense que le slam n'est pas un art... c'est un art dégagé. On dit ce que libre expression. Libre expression. Et on parle de tout ce que l'on veut. Mais avec un vocabulaire un peu poignant quand même, il faut le reconnaître. Oui. Le vocabulaire est un peu plus pointu, ça touche bien plus que dans le chant. Oui, effectivement. Donc, moi, je pense d'abord que bon, le vocabulaire, ça évolue en fonction de son public. D'accord. Vous voyez, quand vous prenez par exemple la plume de Sergent Macus et la plume de Kamal, ce n'est pas la même chose. Vous voyez, Kamal utilise le vocabulaire de tous les jours, alors que Sergent Macus est assez hermétique, etc. Et un peu hermétique dans ses thèses. Donc, moi, je pense qu'il faut... le slam, c'est un art, voilà, et on peut parler du voisin, on peut parler on peut sensibiliser, comme le font certains, et on peut dénoncer, comme Kamal et Sergent Macus, on peut amuser, comme on bien le faire, on peut revendiquer, on peut faire la promotion de sa culture comme le fait Amak Beignon, on peut amuser et parler du quotidien comme le fait MRV. Donc le slam, on peut pas dire que le slam est un art de civilisation, bien de révolution, ou de mais revendication. Moi, Karamat, je suis tentée de dire que c'est un art de révolution. On griffe un tout petit peu quand même. Hein. Oui, effectivement. Un tout petit peu quand même. Oui, bon. C'est au Bénin qu'on travaille. Est-ce que c'est une façon pour vous d'apporter votre touche au développement quand même de votre société? Oui, en fait, je pense que c'est au Bénin que nous faisons ce travail pour ne pas tout le temps donner l'impression aux gens que un art de révolution. Par exemple, quand vous allez au Burkina, les tests, les gens aiment les tests quand ça parle de Thomas Sankara, voilà, Libye, la même chose. Bezongo, un exemple. Quand on parle de Burkinabé, justement. Oui, effectivement. Et
Niger, c'est la même chose. Et Togo, c'est pareil. Mais au Bénin, en fait, au Bénin, on parle beaucoup plus, on parle d'amour, peut-être parce que nous n'avons pas connu la guerre, nous n'avons pas connu cette... Et on ne va pas la connaître plaisir, on ne va pas la souhaiter. Oui. Donc, voilà, et pour nous, en tout cas pour moi, le slam est un art vraiment dégagé. Il ne faut pas... J'aime pas quand on dit par exemple que le slam, c'est pour dénoncer, c'est pour revendiquer, c'est pour... je pense que le slam, c'est pour s'exprimer. Et le slam peut aider la culture béninoise à se faire vendre à l'extérieur. Oui, est-ce que vous pensez? Oui, je pense absolument, 100%. Ça vient. Oui. D'accord. Merci beaucoup, MRV. Oui. C'est vrai, vous avez fait une entrée tout à l'heure en slamant, une entrée slam. Oui. Est-ce qu'on peut finir aussi en slamant? Juste l'improvisation comme cela. Nous sommes une chaîne de développement. Nous sommes 4. On parle de tout. Vous avez sans doute suivi un tout petit. C'est l'entrepreneuriat des jeunes. On parle de tout ce qui concourt au développement du pays. Est-ce que cela pourrait déjà vous donner quelques bribes d'idées pour nous sortir quelque chose pour BB24? Les années passées, le gouvernement de mon pays a lancé une campagne de sensibilisation. Toutes les filles sont à l'école. Le fils du paysan veut devenir intellectuel et s'est moqué du sol. Et c'est ainsi que mes amis et moi, nous avons atterri ici, où nous avons déjà appris à apprendre à lire, à écrire. Mais aujourd'hui, on s'en rend compte que point cela nous rassasie. Car pour avoir un boulot, il faut avoir la main. Car pour avoir un boulot, il faut avoir la main. Merci beaucoup. Merci MRV. Quelle inspiration à fleur de peau. Et c'est sur ces mots ou ce slam-là que nous allons mettre un point final à ces échanges. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aimerais bien qu'on aille au-delà. Mais la télévision aussi, c'est une question d'heure. C'est terminé. On va se revoir la prochaine fois sans doute. Oui, absolument. Vous allez revenir. C'est toujours un plaisir pour moi de venir sur les plateaux pour parler du slam parce que voilà, c'est un art dont il faut parler pour permettre à la jeunesse d'avoir une distraction beaucoup plus saine et permettre aux collégiens... Est-ce que le public béninois aime le slam? Pour finir. Le public béninois aime le slam, mais ne connaît pas encore le slam. Oui. Le public béninois aura le temps et tout doucement le temps de connaître, de découvrir dans ces facettes, ces différentes facettes, ce que c'est que le slam à la base. Il apaise, il console, il rassure, un peu comme sur le grand rendez-vous sur BB24. On vous apporte la joie de vivre. Alors, c'est le temps pour nous de faire un tour sur la toile et de voir un peu ce que disent les internautes. Boulangerie fermée à Parakou pour non-observance des mesures d'hygiène alimentaire. C'est un ordre du comité de suivi et de contrôle des réformes dans le secteur boulangerie et pâtisserie. Pour le comité, ces 3 boulangeries ne respectent pas les mesures et les normes d'hygiène recommandées en la matière. Gildas Aizanon, responsable du comité de suivi, affirme que c'est dans des conditions peu hygiéniques de travail, paix exposée à même le sol, à l'air libre, à la portée des mouches et de la poussière, des tables de pétrissage et les misseuses laissant à désirer, qu'ils ont supprimé les boulangeries incriminées. Et pour éviter que ces boulangeries continuent d'empoisonner les populations de la ville de Parakou, le comité entend maintenir la pression. Pour rappel, les boulangeries non conformes aux mesures d'hygiène encourent des amendes et une fermeture de la fabrique pour 1 année. Autre destination à présent, le Salon international du coton et du textile CISCOT tiendra sa première édition du 27 au 29 septembre 2018 à Koudougou au Burkina Faso. Pour stimuler davantage la transformation du coton en terre africaine, le pays des hommes intègres lance le plus grand événement dédié à la filière coton sur le continent. Le CISCOT va rassembler des personnalités du monde des affaires, notamment des industriels et des financiers. Il aura également des représentants des pays producteurs de coton. Les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le secteur cotonnier dans son développement ne seront pas des moindres.
Norbert Kakpo, représentera le Bénin à cette occasion. La filière coton est la principale source de revenus de plusieurs dizaines de millions de personnes en Afrique. Et la toute dernière information pour boucler le compte de l'actualité web de ce jour, Libreville accueille la 4e édition de l'Africa Agri-Forum les 10 et 11 décembre 2018. Elle sera axée sur le thème « Transformation agricole, le défi africain ». Plus de 400 professionnels du secteur sont attendus. Pendant ces 2 jours d'activité, ils plancheront sur les défis de la transformation de l'agriculture africaine. Un focus particulier sera mis sur les enjeux de l'investissement, du financement et des partenariats publics-privés. Pour le gouvernement gabonais, l'Africa Agri-Forum 2018 est attendu avec beaucoup d'intérêt. Il vient ainsi confirmer les grandes ambitions agricoles du pays et conforter sa vocation à son énorme potentiel. Fin de l'actualité web de ce jour. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. C'était Marcel Betoro à la présentation de ActuWeb de ce soir. On la retrouve donc demain. Belle soirée à vous, donc Marcel Betoro. Alors, le grand rendez-vous est à présent terminé. Nous n'allons pas partir sans un retour vers la météo. Jeudi 20 septembre 2018, le grand rendez-vous pour le compte de ce soir est bel et bien terminé. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité et votre attention. Agréable soirée et on se retrouve demain. Au revoir.